French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Bonjour à tous. Atypique, indéniablement l'homme qui est avec nous l'est. Il l'est de par son parcours, il l'est de par sa vie actuelle. Dom Einhorn, vous êtes avec nous pendant une demi-heure. Bonjour. Bonjour Éric, j'espère que vous allez bien. Eh ben moi aussi je vous le souhaite. J'ai l'impression, au travers de ce que j'ai lu sur vous, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont peut-être moins bien que vous. Vous, ça n'a pas l'air d'aller trop mal. On va en reparler pendant une demi-heure. Alors atypique vous l'êtes, et on va s'en apercevoir dès le début, car selon un processus habituel dans cette émission, je vous demande de m'envoyer une photo qui illustre bien votre vie professionnelle. Vous m'avez envoyé la photo de Santa Monica, Los Angeles. Ça illustre bien effectivement votre vie professionnelle dans la mesure où c'est là que vous avez créé votre dernière grosse société, on va en parler, mais ça l'illustre à moitié dans la mesure où, et encore une fois, vous avez un profil atypique grâce à cela. Aujourd'hui, vous vous partagez entre les États-Unis et la France. Alors, un petit mot déjà sur ce qu'a représenté Los Angeles, Santa Monica dans votre vie professionnelle, Dom. Oui, d'accord, merci beaucoup. J'ai vécu à Los Angeles, alentour Los Angeles pendant 25 ans. J'ai quitté la France en 1993 au départ pour visiter les États-Unis pendant 2 semaines et je suis revenu en France un quart de siècle plus tard. Donc, en tout et pour tout, ça représente un périple de 25 ans. Je me suis lancé dans l'aventure du numérique à Los Angeles. Début des années 93, en mars 93 pour être précis, et j'ai créé donc une société dans les médias digitaux début 94. Nous avons lancé par le biais de cette même société en 95-96 le premier site de vente aux enchères d'art. Aussi à Los Angeles, et bon, nous avons géré 500-600 campagnes publicitaires pour des startups, des entreprises cotées en bourse, etc. Et ça a commencé à me démanger, je dirais, en 2016-2017, à la rentrée en France. Je suis alsacien de souche. Malheureusement, en Alsace, il fait trop froid pour mon épouse, qui a grandi à Los Angeles. Donc, on a passé en revue une bonne 50aine de petites villes et villes moyennes en France. Et Sarlat figurait en pole position sur notre liste secrète à tous les deux. Donc, on s'est décidé sur Sarlat. Alors, avec un pari dont on va parler tout à l'heure, c'est de faire venir la tech du monde entier pendant 3 jours à Sarlat, au cœur de la Dordogne. Mais pas pour manger des pommes sarladaises seulement, hein, pour discuter de l'avenir du monde. Entre autres des pommes sarladaises, parce que je dirais donc la gastronomie locale fait partie de notre offre, je dirais, d'attrait du territoire, bien sûr. Mais oui, l'idée c'est d'attirer avant tout des investisseurs et des startups qui ne sont pas endormis aujourd'hui, qui proviennent d'un peu partout, avant tout de Londres, des États-Unis, du Canada. Voilà, on va en reparler tout à l'heure. Auparavant, moi j'ai lu pas mal de choses sur vous pour préparer cette rencontre. Si on dit de vous que vous êtes un serial entrepreneur, pardonnez-moi. Des fois, ça revient même. Alors justement, voilà. Est-ce que vous y voyez une connotation négative ou est-ce que vous estimez que c'est vraiment un portrait de vous qui est fidèle à la réalité? Je dirais plutôt que serial, je suis pas sûr que c'est le terme que j'utiliserais, mais je dirais c'est plutôt dans la constance. C'est-à-dire dans la constance avant tout, je crois qu'un entrepreneur à la base, c'est une personne qui est très frustrée par le manque de progrès dans certains domaines. Et l'objectif de l'entrepreneur, c'est d'apporter donc des solutions à tous les problèmes qui nous affligent. Et je pense que sans les entrepreneurs, nous n'y arriverons jamais. Une petite question sur justement ce décalage que vous évoquiez entre Los Angeles et donc la Californie, le modernisme, le progressisme, enfin appelons ça comme on veut, et Sarlat qui est un territoire, semble-t-il, conservateur dans l'esprit, du moins conservateur de l'esprit français, du terroir français. Est-ce que c'est cette dichotomie, ce décalage, je ne sais pas quel est le mot à employer, il traduit une double personnalité chez vous?
Ah, c'est fort possible. Je ne suis pas psychanalyste, mais je pense que oui, à la base, je pense qu'à la base, je pense plutôt que c'est une recherche d'un autre mode de vie, d'un mode de vie plus sain. Et aujourd'hui, grâce à Internet notamment, nous avons donc la chance de pouvoir évoluer dans un territoire ou en terroir, comme vous l'avez mentionné, qui est plus propice à l'éclosion personnelle. Et donc, à mon avis, à l'éclosion des idées qui elles, ont tendance à produire les meilleures startups de demain. Dom, j'ai encore une fois noté beaucoup de choses en lisant des comptes rendus qui ont été faits sur vous, des papiers, des articles, des portraits, des sujets télé même. Et j'ai noté que très souvent, les startups que vous avez montées, et donc il y en a eu quelques-unes, très souvent vous les avez revendues. Alors on sait qu'effectivement c'est souvent le meilleur avenir qu'on peut prévoir à sa startup, c'est de la revendre, mais est-ce que au départ, quand vous créez une startup, il y avait avant tout chez vous l'envie et la possibilité de la revendre? Je n'ai jamais été motivé par la revente au tout début. C'est en fonction donc de l'évolution des choses, des frustrations qu'on rencontre, les frustrations notamment à un certain moment, on se rend compte que qu'en restant seul ou qu'en voulant rester sur la même voie, on n'arrive pas vraiment à éclore le projet. Donc on recherche toujours des partenaires qui peuvent nous aider à nous développer davantage. Et c'est dans cet esprit-là que il y a eu pas mal de fusions d'acquisitions avec les startups que moi-même j'ai lancées au départ ou dans lesquelles j'ai investi. Donc je pense que comme dans tout autre projet, à un moment donné, on se rend compte que on a un mur devant soi, il faut le franchir. Et des fois, on n'arrive pas à le faire tout seul. Ouais, mais justement, vous évoquez les fusions-acquisitions. Quand on crée une start-up, on la crée sur une idée, on la crée sur un enthousiasme. Mais après, quand il s'agit de la revendre, donc par ce biais des fusions-acquisitions, qui est quand même, c'est un métier de spécialiste, hein, on s'improvise pas spécialiste en fusion-acquisition, ça veut dire qu'on est obligé de connaître autre chose. C'est là qu'on devient un entrepreneur un petit peu différent, peut-être. Du moins, moi, c'est l'idée que je m'en fais, mais vous allez peut-être me dire le contraire. Non, je suis assez d'accord avec cette analyse et je pense que au départ quand j'ai démarré ma première startup, j'avais 23 ans, donc notamment je n'y connaissais strictement rien en fusion-acquisition, je ne savais même pas, je n'avais jamais entendu le terme série A, etc. Donc c'était en fait mon premier investisseur. Je l'ai endormi quand je lui ai parlé de mon projet. Et ensuite, quand lui m'a parlé de ses aspirations d'investisseur, c'est lui qui m'a endormi par la suite. Donc, 25 ans plus tard, je m'y connais quand même un peu mieux. Mais je veux dire que la dynamique, elle a évolué au cours du dernier quart de siècle, où aujourd'hui, vous avez des entrepreneurs qui s'y connaissent quand même assez bien des deux côtés. Ce qui n'était pas mon cas du tout. Moi, j'étais avant tout entrepreneur au départ. Je suis devenu investisseur durant les business angels durant les 10-12 dernières années. Et je suis plus agressif, bien sûr, de nos jours, parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, notamment en raison du Covid, où on voit quelques aberrations dans le domaine des startups qui ne devraient pas exister et qui, logiquement, n'existeront plus une fois que les problèmes seront résolus. Je vais vous poser une question de béotien. Est-ce que la revente d'une start-up, c'est finalement le moment le plus excitant? Parce qu'il s'agit de donner à une société une valeur, du moins dans les yeux de celui qui est pressenti pour la racheter. Il s'agit de lui donner une valeur que peut-être on n'a pas réussi à lui donner professionnellement les années précédentes. C'est forcément le cas, je crois. Je pense que en ce qui concerne l'entrepreneur, c'est l'aboutissement d'un projet. Pour ce qui est de mon cas personnel, j'ai toujours le moment où j'ai revendu une société que j'ai créée, j'avais déjà autre chose en tête. Donc c'est-à-dire que j'étais un peu limité dans ce qui m'excitait dans la vie, et je recherchais donc un nouvel élan. Et très souvent, je dirais, avant une revente, quelle que soit la revente, si on remonte en amont de 12 mois, il y a déjà une idée qui commence à prendre forme dans l'esprit de l'entrepreneur, ce qui lui dit que peut-être qu'il y a de la valeur ajoutée à chercher ailleurs.
On va parler tout à l'heure, bien sûr, de votre présent. Votre présent, en fait, il y a la conférence que vous organisez à Sarlat, et puis il y a toujours la société Unicorn qui, elle, est donc basée à Los Angeles et dont vous vous occupez en voyageant notamment entre les deux, mais dont vous vous occupez beaucoup de la France. Mais on va parler également de ce qui s'est passé avant. J'ai noté également on en a brièvement parlé tout à l'heure, mais vous avez créé des sociétés je regarde mon papier, à Londres, à Berlin, à Los Angeles. Qu'est-ce que vous avez pu observer comme différence entre ces différents pays quand il s'agit de créer une société, qu'on est entrepreneur dans ces pays-là? D'abord, je vais adresser la différence entre la France et les autres pays alentours. C'est qu'en France, il y a énormément d'aides, je dirais, gouvernementales ou semi-gouvernementales au tout début, à l'amorçage. Donc en France, on encourage les idées par des organismes comme la BPI. Mais une fois qu'une idée arrive à éclosion, il n'y a pas forcément le suivi. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est exactement le contraire. Au début, personne ne vous donne un coup de main. Donc moi, j'étais dans ce cas de figure. J'avais une idée en 1993, je voulais me lancer. J'avais pas de sous, j'étais trop jeune. Il fallait vraiment que je me débrouille. Et il n'y avait pas de réseau, il n'y avait aucune infrastructure, même pas dans le milieu associatif, à laquelle je pouvais me référer pour essayer de me développer dans mon idée. Donc j'étais forcé à faire mes recherches tout seul, à former un petit noyau de cofondateurs, etc., pour ne pas être seul tout le temps. Et ensuite, une fois que j'ai pu faire la preuve de concept, toutes les portes elles étaient ouvertes. Des investisseurs, ils sortaient de partout, etc., etc. Entre la France et l'Allemagne, à mon avis, ou même la France et l'Angleterre, on retrouve un peu cette même dichotomie pour le start-upper qui a très peu d'aide au départ quand il se lance. Donc, à mon avis, le problème, c'est qu'on a tendance à donner de l'incitation aux idées et pas forcément dans l'exécution des idées. Donc c'est un peu ce qui nous manque en France, bien que les choses commencent à changer aussi. Donc vous pensez que la France est un petit peu, l'entrepreneur français est plus conditionné par un système qui ne le pousse pas à entreprendre. Peut-être que je traduis mal ce que vous venez de me dire, mais c'est ce que j'en retiens d'une certaine manière. D'une certaine manière, je dirais que c'est vrai, mais que surtout on chouchoute l'idée et pas l'exécution de l'idée, alors qu'il faudrait faire le contraire. Et on fait le contraire ailleurs, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, ça fait. Je veux pas dire que c'est de manière proactive, parce qu'aux États-Unis, on vous laisse faire. Donc c'est du laisser faire. Donc il y a du bon, il y a du mauvais. Et donc forcément, c'est une mentalité qui encourage l'entrepreneuriat. Et où les plus puissants survivent et les plus faibles, ils ne seront jamais sous perfusion comme ils peuvent l'être des fois en France. Alors on va tourner la page des sociétés que vous avez créées puis revendues pour aborder la page de votre activité actuelle. Premier volet, Unicorn. Ça existe depuis longtemps. Racontez-moi ce qu'est Unicorn. J'ai l'impression, parce que d'abord, c'est celle qui vous occupe, si je puis dire, 365 jours par an, plus peut-être que la conférence que vous organisez, c'est vous qui allez me le confirmer. Qu'est-ce que c'est exactement Unicorn aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente? Donc Unicorn, c'est une constellation de start-up qui sont de par le monde, parce que nous avons une offre qui est dématérialisée, une offre à distance, surtout due au Covid. Et c'est aussi une offre qui existe sur le terrain, notamment à Sarlat, en Dordogne, où nous avons construit donc un incubateur accélérateur qui aujourd'hui accompagne une douzaine de startups et qui désire en accompagner une cinquantaine d'ici 18 mois. Je vous interromps, pardon, un accélérateur incubateur à Sarlat. À Sarlat, donc en zone rurale, et c'était l'objectif de départ, c'était exactement de construire un incubateur accélérateur dans un milieu rural. En 2017, nous avions commissionné une étude qui a démontré qu'aux États-Unis, il y avait grosso modo 17% des jeunes start-upers qui évoluaient dans des grandes villes, des métropoles, qui désiraient s'installer ailleurs. Donc ça, c'était bien avant le Covid. Durant le Covid, la dernière étude que j'ai vue, c'est une étude française qui démontrait qu'en France même,
Aujourd'hui, donc, durant le Covid ou à la fin du Covid, nous en sommes arrivés à 38% des start-upers ou même des employés dans une société bêta qui désirent s'installer à la campagne plutôt que de rester en ville. Donc, il s'agit d'un phénomène qui était naissant au début des années 2010, qui a vraiment progressé. Et aujourd'hui, vous avez énormément, par exemple, chez Unicorn, aujourd'hui, nous sommes d'une cinquantaine de 27 nationalités différentes. À Sarlat, en Dordogne. D'accord. Unicorn dans sa globalité, est-ce qu'on pourrait donner quelques chiffres, Dom, pour qu'on se rende bien compte? Vous nous avez dit que c'était une constellation de start-up. Est-ce qu'on pourrait donner des chiffres un petit peu globaux sur la vie quotidienne et annuelle de Unicorn? Oui, donc grosso modo, donc certaines startups sont déjà cotées en bourse. Il y en a 2 ou 3 qui vont l'être très très prochainement. Notamment, nous aurons d'ici, je l'espère, quelques jours, quelques semaines au plus tard, une start-up que nous avons créée au tout début du Covid, en mai 2020. Dans la réalité virtuelle, réalité augmentée, qui va être cotée en bourse au Canada et en Allemagne d'ici les jours, les semaines qui viennent. Grosso modo, donc ça représente une douzaine de startups aujourd'hui qui sont toutes en vie. Qui ont toutes été financées. Dans la grande majorité des cas, c'est moi-même personnellement qui ai investi au tout départ, donc je fais partie du capital de formation des startups, soit directement en personnel ou alors avec l'apport d'un noyau dur d'investisseurs qui me suit les projets Unicorn. Et ensuite, nous avons aussi donc une dimension, je dirais, immobilière ici à Sarlat, où nous venons de récupérer deux bâtiments qui appartenaient à la ville, notamment anciennement Pôle emploi et ACEDIC. C'est un peu symbolique, que nous investissons. La partie Pôle emploi, ça représente 550 mètres carrés en surface, et la partie ACEDIC, un peu plus de 2000 mètres carrés. Toutes ces startups auprès desquelles vous intervenez personnellement, dans lesquelles vous avez même, vous venez de nous le dire, personnellement investi de l'argent, quelle est aujourd'hui la partie la plus importante de la valeur ajoutée que vous apportez? C'est sur quoi que vous intervenez le plus dans le quotidien de ces sociétés, Dom? Ça, c'est une excellente question. C'est surtout sur la partie exécution et accélération qui vont de pair. C'est-à-dire qu'au départ, un incubateur, déjà, comme son nom l'indique, l'idée, c'est d'assurer la survie des startups qu'on incube. Donc, on leur donne un gros coup de pouce au niveau comptable, niveau financier, niveau juridique. Et ensuite, une fois que cette startup elle a une preuve de concept, l'idée c'est vraiment le développement commercial, l'accélération donc de l'acquisition client. Ce qu'en interne, nous avons développé une plateforme qui s'appelle Mobcast, qui ne fait que ça. Et c'est aussi donc là vraiment, c'est vraiment l'heure de vérité. Quand une start-up bascule de l'incubateur dans l'accélérateur, où vraiment il faut mettre le paquet à tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'ingénierie, au niveau du développement commercial, du marketing en ligne, des réseaux numériques, etc. Et quand il s'agit de choisir des sociétés que vous allez faire rentrer, des startups que vous allez faire rentrer dans cet incubateur, quelle est la chose que vous regardez en premier? Est-ce que la part d'humain est importante dans les choix que vous faites, ou est-ce que c'est uniquement des chiffres du business? Racontez-moi quelle est la part d'intuition et d'humain qu'il y a dans tout ça. Je dirais cette part représente 90% dans notre décision, l'humain. Parce qu'au bout du compte, vous vous mariez quand même avec une start-up. Et donc, vous ne mariez pas donc avec l'entité juridique, vous vous mariez avec les gens qui la représentent, qui forcément viennent d'un peu partout, parce qu'aujourd'hui, nous avons même en interne, comme je le disais auparavant, des personnes de 27 nationalités différentes. Donc, déjà, il faut s'assurer qu'il y ait de la complémentarité au niveau des gens. Donc la règle d'or que j'évoque toujours, c'est celle que j'utilisais déjà en 95 aux États-Unis. Est-ce que j'irai à la pêche avec cette personne pendant un week-end? Oui ou non? Si la réponse elle est non, forcément, on aura du mal à s'entendre sur les 5 ou 7 années qui viennent, parce que c'est un peu donc la vision globale de l'investissement d'Unicorn, c'est sur du 5 ou 7 ans en moyenne. Des fois, ça peut durer davantage. Et forcément, si on a des problèmes après un week-end, on ne s'entendra pas à plus long terme.
Alors, quand on brasse beaucoup de sociétés, beaucoup justement de caractères d'humains derrière cette société, est-ce que on utilise beaucoup les échecs qu'on a pu connaître dans le passé? Tiens, si je vous demandais aujourd'hui quels sont les échecs que vous avez vécus et qui vous ont le plus marqué et qui vous servent aujourd'hui de fil conducteur dans ce que vous pourriez entreprendre de nouveau, quels seraient-ils, Dom? Déjà, il faut être conscient du fait que tout entrepreneur, moi-même y compris, nous avons plus d'échecs que de succès. Donc, en fait, l'échec, ça fait partie de la formule magique qui conduit à un succès. Et je pense que c'est cette notion d'échec qu'on a du mal à comprendre vraiment en France, comparé à d'autres pays, notamment les États-Unis, où vraiment on accepte l'échec. En France, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je me souviens des années 90. Si vous aviez un chèque en bois, etc., vous étiez banni des institutions bancaires pendant une dizaine d'années. Là, aux États-Unis, en l'espace de 6 mois, vous réglez le problème, ou même moins. Donc, il y a quand même cette notion que l'échec, ce n'est pas un échec fatidique et qu'il faut il faut échouer plusieurs fois pour réussir. Notamment quand Thomas Edison, on lui avait posé la question comment lui il avait pu développer la fameuse ampoule, alors que d'autres avaient échoué 1000 fois avant lui. Sa réponse elle était bien simple, c'est que finalement il n'y avait plus d'échec possible parce qu'il avait tout fait pour échouer. Donc après 3000 essais, finalement il y avait eu 100 succès à la clé. Donc je pense que la notion d'échec c'est une notion qu'il faut revaloriser. Parce que dans n'importe quel domaine aujourd'hui, surtout dans la tech, l'idée c'est d'échouer le plus rapidement possible, parce que quand on échoue rapidement, ça revient moins cher. Donc les échecs, un peu, il faut cocher les cases. Voilà, on a un prototype, que ce soit un produit ou un service. Ceci ne marche pas, ceci ne marche pas, ceci ne marche pas. Bon. On coche les cases, et c'est là on revient vers des métriques que vous avez évoquées auparavant. C'est vraiment là où il faut mettre le paquet au niveau des métriques, parce qu'il ne faut pas. Je veux dire, le pire des échecs, c'est celui dont on ne s'en rend pas compte, parce qu'on continue à échouer, etc., sans le savoir. Merci. Donc, quand on mesure aujourd'hui, nous sommes dans une société où on peut tout mesurer, quasiment en direct. Et c'est en mesurant donc le progrès d'un projet et en mesurant les échecs qu'on arrive à s'en débarrasser. Donc à mon avis, c'est donc l'idée, une idée fondamentale sur laquelle il faut se baser quand on est entrepreneur, parce que quand on est entrepreneur, on a un seul objectif, c'est de résoudre un problème. Et forcément, le problème il existe. Si je sors d'ici et que je me balade un peu dans les rues de Sarlat, j'en vois partout des problèmes qui n'ont pas été résolus depuis 50 ans. Et c'est pareil dans les autres villes. Donc j'encourage fortement aux entrepreneurs de s'investir dans leur municipalité, dans leur localité, d'identifier ce genre de problèmes et de systématiquement d'aider à les résoudre. La culture de l'échec, elle n'est pas suffisamment présente, c'est ce que vous venez de me dire en France. Du coup, ça impose une perfection quand on fait quelque chose en France qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir ailleurs, dans la mesure où ailleurs, on sait que l'échec, il fait partie du deal de départ. En France, ça veut dire qu'on doit être plus pointu sur tout si on ne supporte pas l'échec. C'est sûr. En fait, je viens de quitter un entretien avec un jeune homme qui, à 20 ans, était videur de boîte de nuit, qui aujourd'hui est chef d'entreprise. Mais tout le monde se souvient du gars qui était videur de boîte de nuit, mais c'est comme si on avait, c'est un gros branding, quoi. Donc, c'est un tatouage, un tatouage sur la tête. Il n'arrive pas à s'en défaire, même 20 ans plus tard, alors qu'il a énormément de succès. C'est un entrepreneur de première classe, mais il restera toujours dans l'esprit de certains le videur des années 80. Ouais, c'est dur d'enlever l'image. Hein. Ouais. Startup Super Cup, Dom. Ça, c'est votre quotidien actuel, sarladais. Une conférence, on le disait au début, mais on va creuser un petit peu. Une conférence au cours de laquelle vous faites venir la tech du monde entier à Sarlat. Ce qui n'est pas facile d'ailleurs, parce que Sarlat, c'est quand même loin de tout aéroport, ou du moins pas très près. Oui. Racontez-moi un petit peu tout ça. Donc, c'est une idée qui est démarrée il y a environ 1 an. Au début du Covid, où nous nous étions dit que nous ne devions pas être les seuls à rechercher un endroit au vert pour développer son affaire.
et beaucoup de discussions avec des investisseurs, d'autres intervenants, etc., qui nous suivent. Donc on a un réseau qui est quand même assez développé sur Unicorn, que au départ, quand moi j'avais quitté Los Angeles pour m'installer à Sarlat en Dordogne, beaucoup de gens se posaient des questions, pourquoi, comment, c'est où, etc., etc. Et rapidement s'est développé donc une dynamique d'attraction du territoire, je dirais, que nous désirons développer par le biais d'un événement majeur. Donc la Startup Supercap qui attirera grosso modo 1 millier d'investisseurs accrédités, une centaine de startups, les médias sur Sarlat du 1er au 3 octobre. C'est un week-end, vendredi, samedi, dimanche, dans 5 mois, où nous présenterons aussi bien l'écosystème Unicorn que les startups qui en font partie. Une dimension plus régionale avec l'apport de la région Nouvelle-Aquitaine qui elle-même va présenter une vingtaine de ces startups, leurs pépites les plus prometteuses. L'île de Malte, qui par le biais de son projet tech.mt, qui est un projet pure tech, va elle aussi s'investir dans la Startup Supercap. Mais l'idée vraiment, c'est durant le cours d'un week-end d'attirer aussi bien les investisseurs que les start-upers qui puissent se rencontrer, tout en faisant un travail en amont qui sera très prononcé, afin de pouvoir en fait clore du deal durant le week-end plutôt que d'en parler et de repartir chez eux. Voilà, c'était un peu la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que vous en attendez véritablement comme résultat de ces 3 jours du début du mois d'octobre? Donc l'idée là, c'est d'y aller avec du métrique, c'est-à-dire que avec un bon millier de personnes, dont une grande partie d'investisseurs accrédités, avec un ratio d'investisseurs start-upers de 8 contre 1, ce qui est très difficile à trouver ailleurs. En règle générale, vous voyez du 2 contre 1, 3 contre 1 dans les autres événements. Là, vraiment, vraiment le paquet est mis sur l'attraction pour les investisseurs, en leur disant, voilà, il y a des startups prometteuses que nous avons analysées selon nos propres critères, qui seront ici présentes sur le terrain, dont certaines, il faut le dire, aujourd'hui, ont déjà attiré de l'investissement depuis quelques mois. Et en fait, les investisseurs qui n'ont jamais rencontré les startupers à cause du Covid vont pouvoir les rencontrer, alors qu'un deal a déjà été clos. Donc, il y a énormément de travail dans l'arrière-plan de mise en relation qui est en train d'être fait, et où des startups qui sont présentes, notamment 4 ou 5 d'entre elles, ont déjà attiré de l'investissement par les investisseurs qui n'ont jamais rencontré. Moi, je me pose une question durant ces 3 jours. Est-ce que il n'est pas au moins aussi important pour vous de faire découvrir non pas le savoir-faire en matière de business des Français, mais le savoir-vivre français au cœur du Périgord? Tout à fait, ça fait partie donc de l'attraction du territoire que nous mettons en exergue par le biais de certaines vidéos. Donc nous avons une équipe vidéo dédiée à la promotion de l'événement. Bien sûr la dimension gastronomique, la dimension touristique, les 1001 châteaux médiévaux qui sont ici présents dans un rayon de 40 km. Tout ça fait partie de l'offre. C'est d'ailleurs ce qui nous a convaincus de nous installer ici au départ. C'est avant tout, nous avons démarré en tant que touristes. Et finalement, mon épouse et moi, nous avons décidé de nous installer. Et aujourd'hui, durant le Covid, nous avons triplé nos effectifs au sein d'Unicorn en France. Nous sommes passés d'une douzaine de personnes à plus de 40. Mais faire du savoir-vivre français, de la douceur de vivre française, un outil de l'investissement en France, c'est parce que par exemple, quand vous allez vendre Sarlat, vous vendez exactement le contraire de ce que vous aviez dû vendre quand vous étiez à Londres ou à Los Angeles, non? Ça, c'est une question très intéressante. Je dirais oui et non. J'en reviens à ma décision personnelle au départ. Après 25 ans à Los Angeles, où je passais des fois 4 ou 5 heures sur les autoroutes par jour, je me suis dit, si j'arrive à m'en défaire, numéro 1, j'aurai un mode de vie qui sera plus agréable. Et numéro 2, si je le désire, je peux réinvestir ce temps gagné dans l'outil productif. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc oui, je bosse probablement plus d'heures durant la semaine qu'à Los Angeles aujourd'hui, mais c'est plus agréable.
Je dirais, quand vous prenez certains de nos ingénieurs qui sont en provenance du Panama, au Panama aussi, ils se déplaçaient 3 ou 4 heures par jour. Aujourd'hui, ils se déplacent pendant 5 minutes à pied, ils déposent leur gamin à l'école et les récupèrent en rentrant. Donc, c'est beaucoup plus agréable. 2 petites questions rapides parce qu'on est en train de déborder, ce qui n'est pas très grave, mais on va essayer de pas trop déborder. Première question, est-ce qu'il n'y aurait pas eu le Covid? Est-ce que vous auriez fait ça? Ah, tout à fait, parce que nous l'avons fait avant le Covid. Donc, en fait, le Covid, ça n'a fait qu'accélérer un processus qui était déjà en cours. D'accord. Deuxième question, le local à Sarlat, donc cœur du Périgord, en Dordogne, le local, il est pas rude, rugueux, mais il est ancré dans le terroir. Comment il vous a accueilli, le local, quand vous êtes arrivé là-bas, avec votre nom à consonance allemande et votre passé partout dans le monde, vos années passées partout dans le monde? Comment il vous a accueilli? Je viens d'apprendre ce matin même que, apparemment, j'ai le surnom d'extraterrestre. Donc, ce qui est pas trop mauvais. Donc, l'avantage, c'est que E.T. ne rentrera pas chez lui. Il va rester. D'accord. C'est une bonne conclusion, Dom. C'est vrai que c'était intéressant de parler avec vous. Je vous cache pas qu'on n'a jamais eu de cas entre guillemets identiques aux vôtres. Bravo pour ce que vous faites, bravo pour votre courage et bravo pour votre enthousiasme. Et puis merci surtout d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de me recevoir. Et bonne continuation. À bientôt. De même.